on va suivre les étapes de la création de contenu SEO et pour chacune de ces étapes-là, on va vous expliquer un peu, nous, comment on utilise l'IA et aussi comment on utilise l'humain. Donc voilà, c'est un peu vraiment le but de ce webinaire, c'est de montrer un peu nos bonnes pratiques et de voir ce qu'on peut faire avec l'IA, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et donc on reste toujours à le côté humain. Donc voilà un peu l'idée. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions pour toi, Thomas, vu que tu as une bonne expertise, on va dire, dans le SEO, sinon tu ne serais pas là. C'est quoi le gros challenge que tu vois cette année, en 2025, pour le SEO, justement, à l'ère de l'IA? Ouais, effectivement, très, très vaste, sujet et je pense que ma réponse va pas trop changer d'il y a quelques mois. On me l'avait posé aussi en webinaire. Pour moi, à mon sens, le gros challenge, c'est que forcément, on se retrouve avec de plus en plus d'outils, tu vois, d'IA générative, d'outils plugins WordPress, des text bulkers, en veux-tu, en voilà, qui fait que, il est possible qu'au bout d'un moment, il y ait trop de requêtes sur, trop de mêmes sujets et que l'index de Google ou les autres index, au moment, doivent faire un tri. Et les premiers à sortir à ce moment-là, ce sont effectivement les contenus qui manquent de profondeur et d'une compréhension profonde. Ce que peut apporter l'IA s'il y a un très bon prompt, tu vois, si on donne un bon persona, si on contraint l'IA, si on lui donne des ressources, si on lui donne comment, la façon dont on écrit, etc., on peut arriver à de belles choses. Mais de manière générale, il faut faire attention, effectivement, surtout quand on n'est pas expert en la matière, de se faire avoir par la rapidité et la facilité de la création qui pourrait effectivement, à l'aube où il y a beaucoup tous les search GPT, les SGE, où les algorithmes ne se contentent plus en fait de classer des pages selon des mots-clés et des backlinks, mais aussi vraiment selon toute l'expérience qu'il y a autour du contenu et le fait de faire passer un lecteur d'un point A à un point B. Ok, très intéressant. Moi, de mon côté, par rapport au challenge, c'est un peu lié à ce que tu viens de dire. Ouais. En tant que créateur de contenu, en tant que responsable SEO, moi, je pense que notre challenge à nous, c'est à l'ère de l'IA, c'est qu'on peut tomber dans la facilité. C'est-à-dire que c'est tellement facile, le coût de création est devenu tellement bas, c'est tellement simple d'accéder à des outils de création de contenu. La facilité, ça serait de tomber justement enfin, ça serait de tomber dans la facilité de créer du contenu en masse et de mauvaise qualité. Donc, je pense que c'est vraiment ça le challenge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, de créer trop de contenu de mauvaise qualité. Il faudra bien sûr augmenter peut-être le nombre de contenus créés, mais il faudra toujours passer du temps, et c'est ça le message, il faudra passer du temps à rajouter une touche humaine et une valeur ajoutée. On en parlera tout le long de ce webinaire, mais pour moi, c'est clé, et je pense pour toi, Thomas aussi, c'est clé de rajouter justement ce côté humain qui est en fait le différenciateur. Comme tu l'as dit, à un moment donné, Google ne va pas pouvoir indexer tous les contenus, et donc si vous voulez rester dans le top 10, dans le top 3, il va falloir vous marquer et mettre un différenciateur. Yes. Et donc, il y a aussi une question qui me taraude, et j'entends souvent ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, c'est qu'en fait, le contenu de blog est mort, ça ne sert plus à rien de faire du contenu, et aussi que le contenu informationnel, donc top of the funnel, est mort. Donc toi, Thomas, t'en penses quoi? Ouais, effectivement, aussi une bonne question. Je rebondis juste rapidement sur ce que tu disais avant, qui est clé pour moi. C'est vrai qu'au début, quand l'IA est arrivée, tu vois, on voyait ça comme un avantage parce que quelques-uns y avaient accès, quelques-uns comprenaient et beaucoup étaient encore perdus. Aujourd'hui, beaucoup des consultants, beaucoup de rédacteurs savent utiliser l'IA et c'est comme l'accès à Internet, l'accès au smartphone. Chaque évolution, au bout d'un moment, quand tout le monde y a accès, ça ne devient plus un avantage au final. Et il va falloir vraiment aller chercher plus loin pour se différencier si on veut sortir de la masse. Et pour répondre du coup effectivement à ta deuxième question, qui est est-ce que le contenu blog, le contenu informationnel est mort? À mon sens, il n'est pas encore mort et il va avoir du mal à mourir. Je prends un exemple tout bête, rien qu'avec le blog de Live Mentor pour lequel je travaille, enfin le site de manière globale. Quand tu regardes le top 10 des contenus en termes de trafic, c'est que de l'article de blog, c'est que de l'éducationnel. Et même d'un point de vue, on commence aussi à ranker sur du Gemini, sur du GPT, sur du Gork, sur Twitter, quand tu sais par exemple quelles sont les meilleures formations SEO au marketing digital en France. Et ça, du coup, on fait beaucoup, tu vois, on va faire beaucoup d'articles listes, on va se positionner aussi en première position, beaucoup de contenu, en fait, voilà, qui donne aussi une véritable expertise au lecteur et qui fait que, pour moi, il n'y a que les articles de blog qui font revenir les gens, les utilisateurs. Parce qu'on se dit, ah tiens, ça, je l'ai vu sur le blog de l'inventeur. Tiens, ça va pas être l'inventeur. C'est pour ça qu'on va beaucoup faire des exercices en fin d'article pour vraiment donner quelque chose à faire. Tu vois, on va dire, ouais, on connaît tous l'effet de la procrastination. Voilà, première étape, tu prends un bout de papier, tu listes tes mots-clés. Enfin,
des choses qui sont concrètes, qui te font vivre une expérience. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le contenu informationnel est clairement loin d'être mort. Et puis, même sur tout un tas de mots-clés, même des mots-clés qu'on pourrait penser transactionnels, bah, ce n'est pas des homepages web qui rankent, hein, c'est souvent de l'article de blog. Donc, à mon Non, sens, non, il est pas dead. enfin, bien sûr, on partage à peu près le même avis ici. Aussi pour le contexte, pour ceux qui nous écoutent, on va dire, moi je suis dans un contexte plus B2B SaaS, hein, quand je parle de contenu, je ne fais pas de l'affiliate. Donc, de mon point de vue, si vous êtes une agence, si vous êtes un SaaS, si vous êtes dans le B2B, le contenu n'est clairement pas mort. Il faudra toujours créer du contenu. Après, peut-être il y a des choses qui vont être challengées, c'est les canaux de distribution. Peut-être que le search, Google Search sera un peu. Il y aura toujours encore une grosse traction via ce canal, mais bien sûr, peut-être d'autres canaux seront à exploiter aussi, comme votre newsletter, comme les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que créer du contenu informationnel, transactionnel, commercial, il faudra toujours avoir cette base de contenu pour votre entreprise. Il va falloir toujours créer ces assets, ces actifs de contenu qu'ensuite vous allez réutiliser et reformater en fonction des différents canaux. Donc clairement, la création de contenu n'est pas morte. C'est peut-être juste les canaux de distribution qui vont être challengés dans un futur proche. Dernière question avant de passer dans l'étape de création d'un bon contenu SEO. Dernière question qui peut intéresser les gens qui sont peut-être dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous peut-être si vous faites du contenu SaaS, B2B, B2C, affiliate, si vous êtes aussi un rédacteur, si vous êtes un SEO stratégiste. C'est toujours intéressant de voir un peu les profils des gens qui nous écoutent. Les quatre, voilà, boum, ok, super. Donc, c'est une agence en fait. Donc, tu es une agence, Sébastien, et tu fais tous les contenus. En fait, il y a des rédacteurs aussi. C'est une question que j'ai eue récemment et je voulais te la poser, Thomas. C'est comment tu vois le rôle du rédacteur évoluer avec l'IA? Ouais, bah, déjà, c'est clair que bien maîtriser, c'est une chance d'avoir l'IA, hein. Une fois de plus, un bon rédacteur va pas l'utiliser comme un remplaçant, mais comme un assistant. Et donc, pour tout plein de choses, tu vois, pour aller synthétiser de l'information, pour aller chercher des nouveautés, tu vois, moi, parfois, je vais demander à Gemini quels sont les sujets chauds autour du sujet que je suis en train d'écrire, pour voir vraiment toutes les nouveautés, toutes les news, toutes les choses, en fait, qui prennent du temps dans la recherche en amont. Ben, le rédacteur va pouvoir gagner plus de temps, in fine, rédiger plus d'articles. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, c'est vrai qu'on l'a vu sur des contenus un peu de faible qualité, tu vois, où avant, parfois, certains qui avaient beaucoup dans l'édition de site, ils passaient souvent par Mada avec des contenus à 7, 10 euros. Ben maintenant, là, forcément, la plupart vont utiliser l'IA à ce niveau-là. Mais sur des choses, on veut vraiment aller donner une vraie valeur ajoutée. Là, je le vois chez Live Mentor, on a toujours nos 2 rédacteurs avec qui on bosse depuis 3 ans. Pour moi, la base, franchement, d'un article, c'est vraiment d'avoir de l'expérience, de la pédagogie, une expertise et des exemples concrets et actionnables. Et on peut avoir, et l'IA s'en rapproche de plus en plus, mais le fait d'avoir un humain qui a échangé avec d'autres experts, qui peut citer des vrais exemples et autres, c'est hyper puissant. Ouais, clairement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, clairement, je veux dire, de mon côté, on verra ça par la suite. Je travaille encore et toujours avec des rédacteurs. Après, je vois ce rôle évoluer quand même dans le futur parce qu'il faut être clair, c'est que le draft, le brouillon d'un article sera peut-être déjà plus étoffé. Actuellement, on fait déjà des briefs, mais il y aura certainement peut-être un brief qui sera une limite, un premier jet d'un article. Ensuite, le rédacteur, son rôle, je vois comme pour peaufiner l'article, pour faire aussi un rôle d'agrégateur de sources, c'est-à-dire que lui, il va peut-être évoluer dans un rôle d'analyste où il va devoir aussi aller faire ses recherches un peu plus approfondies. Il va devoir peut-être aller interviewer des gens en interne, si on parle de B2B, aller voir des experts d'une solution, des experts d'un sujet, les interviewer ou interviewer peut-être des clients pour justement apporter cette valeur ajoutée. Donc vraiment, je pense que le rédacteur va écrire moins, on va dire, les choses basiques, mais plutôt passer son temps dans cette valeur ajoutée, dans cette analyse. Donc peut-être le terme rédacteur va devoir aussi être changé. Donc c'est peut-être ça aussi le futur. Donc changez votre nom, vous appelez plus rédacteur, vous trouvez un nouveau, vous trouvez un nouveau nom. On va trouver ça tous ensemble sur LinkedIn. On va faire un sondage. Ouais, tout à fait. Exactement, Michael, clairement, l'idée, c'est de rajouter une touche personnelle et clairement, et on va le voir par la suite. Donc, j'ai quelques exemples très intéressants à vous montrer à la fin de ce webinaire, des choses que j'ai découvertes sur la SERP, qui pour moi est peut-être le futur de la façon d'écrire pour le SEO
Et donc, attendez la fin de ce webinaire pour que je puisse vous montrer vraiment ces 2 exemples qui me paraissent vraiment pertinents. Donc là, on va maintenant aller sur la création de contenu. Je vais partager mon écran. On n'a pas préparé beaucoup de slides. On a plutôt des exemples concrets à vous montrer. Laissez-moi juste partager mon écran. C'est bon. Thomas, tu le vois. Vous voyez tous. Très bien. Donc, Yes. comme je disais maintenant, on va passer, on va dire 30 minutes. 30 minutes. Là, voilà, en gros, les étapes de création d'un contenu SEO. Voilà, on peut être challengé sur les étapes, mais je pense que tout le monde passe par là. D'abord, il y a une recherche de mots-clés. Ensuite, ou en même temps, la recherche de mots-clés est liée à une stratégie de contenu. Donc, quel type de contenu on va créer, comment on va structurer le calendrier édito, comment on va prioriser les contenus à créer dans les mois qui suivent. Ensuite, il y a une partie création de brief, en tout cas pour nous. Donc, on a suivi un peu, Thomas et moi-même, notre processus. Donc, il y a une partie création de brief. Il y a une partie rédaction. Bien sûr, je pense que tout le monde passe par cette étape, la rédaction. Certains vont directement dans la rédaction. Et ensuite, la dernière phase qui est souvent négligée, mais aussi importante dans la création de contenu, c'est la promotion du contenu. Et promotion dit net linking. Donc, voilà à peu près les étapes. Donc, Thomas, je vais te laisser expliquer d'abord pour la première étape, recherche de mots-clés, de ton point de vue. Et explique-nous un peu quelle est la part d'humain, quelle est la part d'IA dans cette étape-là. Ouais. Bah, effectivement, bon, après, tout dépend de l'étape de la recherche de mots-clés, si c'est un nouvel audit sémantique d'un blog qui existe déjà ou si c'est sur un site qu'on crée from scratch. Si on prend la deuxième option, à savoir si aujourd'hui, voilà, je dois créer un nouveau projet, un nouveau site, édition de site ou autre, ben, quelque chose que j'aime bien faire pour commencer, c'est premièrement, tu vas sur un Href ou un Loscan, j'extrais la liste des mots-clés de mes 2 plus gros concurrents. C'est la première chose que je vais faire, tu vois. Et après, cette liste, il suffit après, tu vois, de la passer sur Srout, tout simplement dans la partie cluster, pour après qu'ils puissent justement de retirer en fait ceux qui sont sur les mêmes clusters pour éviter de faire des contenus cannibalisés. Et en parallèle de ça, du coup, je vais vraiment m'intéresser au gap de contenu. Donc, on peut directement choisir gap de contenu sur un href, par exemple, pour les contenus qui sont même si vous n'avez pas href, vous pouvez tout simplement aller sur ChatGPT, vous mettez vos 2 fichiers et vous demandez tout simplement de lister ceux qui n'apparaissent pas de votre côté. Comme ça, vous sortez déjà ceux que vous avez trouvés. Et après, des choses qui sont bien pour aller plus loin. L'idée, moi, je ne suis pas team de faire un énorme site de mots-clés, c'est-à-dire à partir de 10 000 mots-clés pour en sélectionner que 50 à la finale. Je me pose vraiment la question de OK, je lance ça c'est mon persona. Quelles sont vraiment les choses dont il a besoin avant d'acheter, au moment où il achète et après où il achète. Donc déjà, ça va beaucoup m'aider. Et quelque chose qui fonctionne bien, pour vous donner un petit tips à l'IA, du coup, vu que c'est un webinaire autour de l'IA, Gemini est très bon pour ça, parce que Gemini, justement, chaque IA, en fait, a ses spécificités. Tu vois, pour moi, ChatGPT est très bon pour synthétiser de l'info, là où Gemini est très bon pour aller piocher de l'info dans Google. Ça appartient à Google. Et quand on lui demande quand on utilise le terme, attention, ce terme, c'est ontologie, on lui demande de nous lister toutes les ontologies d'un mot-clé spécifique en lui donnant un persona ou 2 personas, et bien justement, vous allez avoir toute une liste par grande catégorie qui vont vous donner des sortes de clusters et qui peuvent vous aider dans cette sélection. Après, pour la sélection finale, bien évidemment, je mets de plus en plus de côté le volume de recherche et je vais vraiment tout miser sur la conversion et le potentiel de conversion de mon mot-clé. Et puis après, on affine comme ça et on pourra passer à l'étape suivante. Et toi ? Et donc moi, de mon côté, pour la partie recherche de mots-clés, principalement, j'utilise Google Search Console. Donc, en fait, j'ai très peu d'IA dans cette partie-là. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec ton exemple d'utiliser les ChatGPT, etc. Moi, principalement, j'utilise la Search Console. Ça me va très bien pour mon SaaS. Ça me donne des idées de mots-clés. Mais j'ai aussi testé récemment une approche et j'ai envie de vous la montrer. En fait, c'est un peu lié à ce que tu viens de dire, Thomas. Donc, j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus sur le sujet, mais je vais vous montrer donc, comment rechercher des mots-clés en utilisant ChatGPT. Et aussi, là, il y aura Srout qui va être utilisé. Je vais vous montrer pourquoi Srout. En gros, les étapes, ça va être, on va extraire le texte d'une page. OK. Ensuite, à partir de ce texte-là, on va essayer de définir une liste de mots-clés avec ChatGPT. Et ensuite, à partir de cette liste de mots-clés,
on va utiliser Sroux pour chaque mot-clé, extraire des PAA et des recherches associées, et ainsi de suite. Donc, en 2-3 itérations, on aura à partir de 40 mots-clés issus de ChatGPT, on va finir avec une liste de 1500 mots-clés qui seront en fait des données de la SERP. Donc là, vraiment, ma méthode, elle mixe ChatGPT avec la SERP et en même temps un clustering final qui va permettre d'identifier les sujets. Si ce n'est pas clair, on va aller maintenant étape par étape et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, l'article est en anglais. Il y a une vidéo aussi en anglais. Donc, au pire, vous la traduisez. Je ne l'ai pas encore traduit cet article, mais il n'est pas très compliqué à comprendre. Mais je vais vous l'expliquer maintenant. On commence, donc je disais, l'idée c'est qu'on va partir d'une page produit. Donc par exemple là, j'ai pris un outil, la grosse machine, un outil français. Ouais, traduire avec ChatGPT, voilà exactement. Donc l'idée c'est ça, on a une page produit, donc sur la partie enrichment, donc enrichissement de leads, donc ça c'est le produit, il vend ça. Et donc moi, ce que je veux, c'est créer des nouveaux articles sur le sujet de l'enrichment, ok. Bien sûr, vous connaissez tous un peu comment faire une stratégie de contenu, il faut créer un ensemble d'articles de blog, du top vers le bottom, pour pousser cette landing page, cette page produit, d'accord. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'URL de cette page, je suis allé dans Sroux. Il y a un outil gratuit dans Sroux qui permet d'extraire le texte. Donc, vous rentrez le texte et ensuite, vous cliquez là-dessus. Bien sûr, tu peux aussi faire un copier-coller directement de la page, mais l'avantage de cet outil Sroux qui est gratuit, c'est qu'en fait, vous allez avoir que le texte du body, donc que le corps, et sans tous les trucs un peu parasites. Donc, utilisez ce texte-là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer dans ChatGPT. Et là, je lui ai fait un prompt où je dis, voilà, il est en anglais. D'ailleurs, le prompt, il est dans l'article. Mais en gros, je lui dis, prends le texte actuel et sors-moi les sujets principaux, les potentielles questions que les gens se posent, les pain points. Donc, ça, c'est les potentielles recherches que les gens vont taper dans Google, les pain points, les questions. Donc, en gros, je lui dis, donne-moi une liste de 40 mots-clés. OK. Donc, je pars du texte et je veux une liste de 40 mots-clés. Donc, il me fait une liste de 40 mots-clés. Voilà, super. Donc, là, c'est assez. Ça, c'est des mots-clés, des sujets principaux, les recherches potentielles, les pain points et encore des questions. Après, vous pouvez peaufiner ça. Maintenant, l'idée, c'est que, OK, maintenant j'ai 40 mots-clés, mais je veux quand même créer un ensemble de contenu qui est cohérent. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est maintenant exploiter la SERP pour avoir des données supplémentaires. J'ai créé un fichier Excel avec ces mots-clés-là. Bon, je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer là. Donc, on va dans Sroux. Donc, Sroux, si vous ne connaissez pas Sroux encore, il y a plusieurs fonctionnalités. Analyse des SERP, création de brief, et il y a une partie clustering pour grouper des mots-clés. OK. Mais on va détourner un peu la fonction de groupement de mots-clés et vous allez voir. Donc, en fait, on va sur cluster. On va recommencer. On va sur cluster. Je choisis mon fichier. Donc là, mon fichier avec mes 40 mots-clés. OK. Je dis où sont les mots-clés dans la colonne mots-clés. Je continue. Je choisis la SERP, donc la SERP française, je peux mettre mon domaine, mais ça, ce n'est pas très important. Donc là, vous voyez il y a les mots-clés, les 40 mots-clés qui sont issus de ChatGPT. D'accord. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est lancer le processus de clustering. En fait, l'idée du clustering, c'est de regrouper vos mots-clés qui sont semblables. Mais ici, il n'y aura pas de clustering. Chaque mot-clé est assez différent. Chaque mot-clé affiche une SERP différente. Donc, le résultat de ce roue, c'est ça. C'est en fait les clusters il y a quelques mots-clés qui se ressemblent, mais voilà, il n'y a pas des gros clusters. En fait, à ce moment-là, on s'en fout en fait du cluster. Il y a un petit hack dans ce roue, c'est vous pouvez télécharger le rapport et dans le fichier Excel, de ce roue, donc quand je télécharge le rapport, il y a un onglet qui s'appelle questions. Et là, en fait, il y a toutes les questions qui sont liées à chaque mot-clé initial. Donc, je répète, il y avait une liste de mots-clés initiale de 40 mots-clés. Donc, vous pouvez l'avoir ici encore. Et pour chaque mot-clé, Sroux va aussi extraire les PAA, donc environ 4 PAA par mot-clé, plus 8 related search. OK. Donc, ça fait que pour chaque mot-clé, on génère 16 nouveaux mots-clés. D'accord. Donc, maintenant, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait ce processus une fois, je vais prendre ma liste de mots-clés initiale. Je vais prendre toutes les questions liées à cette liste de mots-clés. D'accord. Donc, je copie, je colle, je mets là, à la suite. Je prends les related search.
je copie-colle et en fait, j'étends ma liste de mots-clés. Et là, j'ai maintenant une liste de mots-clés qui est de 160, 200. OK? Et je relance le process. Je relance le process avec Sroux une seconde fois. Donc là, j'ai un batch numéro 2 où là, j'avais mes 160, mes 200 mots-clés qui a créé d'autres clusters encore. Et là, je refais une dernière fois ce processus et j'arrive sur un batch final où j'ai 1500 mots-clés et 909 clusters. Donc là, en fait, à partir de 40 mots-clés initiaux, j'ai pu étendre cette liste pour justement avoir plein de clusters. Si vous n'êtes pas familier avec le clustering, d'ailleurs, désolé, c'est un peu un sujet avancé là, ce que j'explique. Je vais faire un webinar la semaine prochaine sur le clustering en détail. Mais en gros, maintenant, l'idée, c'est que j'ai plein d'idées pour des articles. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le multi-channel, qu'est-ce que c'est le data enrichment, les outils, la segmentation, les alternatives. Donc tout ça, Lusha n'était jamais indiqué dans mes mots-clés initiaux, d'accord? Mais vu qu'on a cherché dans différentes SERP, au fur et à mesure, on a réussi à scraper ces données-là et donc on peut voir un ensemble de sujets qui sont liés à mes 40 mots-clés. Donc, j'espère que je suis clair sur cette partie-là, mais c'est un peu une façon justement d'allier, je pense, le meilleur des deux mondes, la partie IA et la partie SERP, qui est pas à négliger, hein. Je veux dire, il y a toujours des données sur la SERP qui sont très, très importantes. Et ces mots-clés-là, ils sont pas dans vos outils Ahref, SEMrush. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, pas tous en tout cas. Donc voilà, c'est une petite technique qui nous amène maintenant à l'étape d'après, la strate de contenu. Thomas, toi, pour justement, une fois que tu as tes mots-clés, pour définir quels articles prioriser tes contenus, est-ce que tu utilises l'IA aussi ici ou c'est quoi ton approche? Non, effectivement, là, sur la priorisation, c'est là, on va vraiment surtout jouer sur, comme je disais, je mettais de plus en plus de côté le volume de recherche. Je vais vraiment jouer sur le côté conversion du contenu. Par exemple, là, récemment, on a lancé une stratégie de fiche métier avec Live Mentor qui nous a rapporté beaucoup de trafic. Et vu que, bon, chez Live Mentor, hein, vous le savez, on vend des formations pour entrepreneurs, toute notre formation, WordPress, marketing digital, SEO, etc. Et effectivement, pourquoi ces articles étaient hyper pertinents pour nous? On voulait lancer un projet de nouveau contenu, on a hésité entre un glossaire, des définitions marketing, etc. Mais on s'est dit, en fait, une personne qui cherche un métier, par exemple, comment devenir copywriter, c'est très, très bas dans le funnel pour acheter une formation copywriting. Parce que qui de me passer d'une personne qui veut faire un métier dont elle rêve pour acheter derrière une formation. Et donc, ça, on s'est dit, il y a quelque chose de vraiment puissant à aller chercher. Et on a vraiment, du coup, basé, tu vois, priorisé, en fait, cette liste de mots-clés sur le reste. Donc, on va vraiment chercher un caractère de conversion. Après aussi, bien évidemment, là, je parle par rapport à la conversion, mais je peux aussi prioriser par rapport aux objectifs. Par exemple, si on lance une nouvelle formation, et OK, boum, on va créer tout un nouveau cocon sémantique autour de cette formation pour pouvoir la pousser dans les SERP en faisant du maillage interne, des articles pertinents qui, tu vois, par exemple, on lance une nouvelle formation sur TikTok, on se dit, OK, quelles sont toutes les étapes par lesquelles passe une personne qui veut se former à TikTok de la plus basique à la plus avancée. Et donc, on va vraiment essayer de cibler tous ces mots-clés pertinents dans le parcours utilisateur et de se dire, OK, lesquelles sont pertinentes, lesquelles sont intéressantes. Et derrière, nous, ça nous permet, in fine, au-delà de se positionner sur les mots-clés éducationnels, de pousser aussi la position de la page de vente de formation qui est considérée en gros comme la page pilier. Voilà ce que je pourrais te dire sur la priorisation. Ok. Après, moi, de mon côté, c'est un peu comme toi. Donc là, quand j'ai mon ensemble de clusters, qui est, pour info, un cluster égale un article au final. Il faut vraiment comprendre ça. C'est que voilà, une fois que j'ai découvert des sujets à traiter, donc des articles à créer, pareil, comme toi, moi, je n'utilise pas d'outil d'IA là pour prioriser. Honnêtement, voilà, j'utilise mon cerveau. Si on parle d'une page pilier, là, j'ai fait une grosse page pilier sur le site de Sroux. On peut voir, elle liste environ 10 articles. Il y a les articles un peu plus informationnels, qu'est-ce que c'est. Ensuite, il y a les guides pratiques, how to, les étapes, les exemples. Ensuite, il y a la liste d'outils. Donc, ça, c'est vraiment bottom of the funnel. Et ensuite, j'ai fait des trucs un peu plus qui redirigent vers Sroux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dois définir ma strate de contenu, en fait, je priorise d'abord les contenus bottom of the funnel. Donc, les listes d'outils, c'est ceux que je vais faire en premier et ainsi de suite parce qu'en fait, c'est ceux qui convertissent le mieux. Donc,
Voilà pour la partie, on va dire, mise en place d'un calendrier. Et bien sûr, une fois que tu as défini tous tes articles, moi, l'étape d'après, c'est la création de brief. Donc, je vais vous montrer là comment je fais aussi rapidement des briefs. Le truc, c'est là, j'exploite. On va dire, pour moi, le brief, c'est là où j'exploite le plus l'IA, clairement. Ça me permet de ne pas commencer d'une page blanche. Et je vais vous montrer rapidement, j'utilise bien sûr Sroo, l'outil que j'ai créé pour faire des briefs, mais qui exploite les données de la SERP plus de l'IA. Donc encore, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, toujours avoir les données réelles plus l'IA. Donc là, je vous montre rapidement un brief dans Sroo, comment ça fonctionne. Donc là, le mot-clé, c'était faire un brief SEO. Donc un brief dans Sroo, c'est plein de blocs qui vous permettent de mettre des informations pour partager avec votre rédacteur. Donc l'audience, l'intention de recherche, la cible, le titre, etc. et la structure. Et par exemple, pour la structure, bon là, il y a déjà une structure en place, mais disons que je pars de zéro. Moi, ce que je fais, c'est avec Sroo, on peut générer des plans basés sur l'IA. Donc en fait, je commence moi toujours d'un plan généré par l'IA. Parce qu'en fait, c'est plus simple de commencer d'une base. Et donc là, en fait, l'IA va analyser la SERP. Donc en fait, va analyser tous les concurrents pour ce mot-clé-là, va analyser les H1, H2, H3 et va proposer un plan qui pourrait être ultimement le plan le mieux pour cette requête. Après, bien sûr, je ne m'arrête pas là, hein, clairement. Je ne m'arrête pas là. Parfois, je génère plusieurs fois des plans IA pour avoir des variantes. Et après, je vais aussi voir mes concurrents. Donc là, on peut voir tous les concurrents dans ce trou. Et j'apporte ma graine, bien sûr. J'enlève les choses qui ne vont pas. Et j'essaie vraiment de peaufiner ce brief pour qu'il ait ce côté humain. Pour vous montrer un brief finalisé d'un article récent, donc aussi pour info, j'écris tout en anglais, moi. Donc, je commence mes articles en anglais et ensuite je les traduis. C'est ma façon de travailler. Là, c'est un brief que j'ai partagé récemment avec mon rédacteur et il y aura un article futur qui sera sur comment écrire un article de blog avec de l'IA. Et donc là, vous pouvez voir un peu mon plan. Donc, j'ai les H1, H2, mais je mets aussi plein de notes. Donc, c'est vraiment ça pour moi la valeur ajoutée. C'est que, en fait, c'est simple de générer des H1, H2, H3. Voilà, c'est en un clic. Ensuite, le temps que je passe, moi, c'est de peaufiner cette structure, aller analyser mes concurrents pour justement trouver une idée supplémentaire, mettre des exemples. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est un peu ça mon approche. Je commence avec de l'IA et je passe mon temps à peaufiner. Et toi, Thomas, par rapport à la création de brief, qu'est-ce que tu auras à dire? La même approche, hein. On en a parlé tout à l'heure avant de démarrer ce webinar, évidemment. Pareil, je m'inspire beaucoup de Sroo. Après, voilà, tout dépend la typologie. Si c'est un site d'édition où voilà, je ne vais pas forcément chercher à créer une grosse expérience et surtout pour ranker sur des mots-clés et vendre du lien, bah, là, effectivement, je vais balancer du brief, je vais donner mon personnage, je vais le contraindre et puis, tu vois, je vais aller sur du text bulker ou du Wiseband et je vais générer du contenu que je vais reprendre après. Par contre, sur des choses où il y a vraiment, voilà, où il y a une vraie marque derrière, où il y a un vrai produit qui est vendu, et d'ailleurs, on l'a vu hein, s'il y a plein de sites d'édition qui se sont cassés la gueule, c'est parce que justement, Google remarque que c'est que de l'information et qu'il n'y a pas un vrai produit. Et que derrière, Google a beaucoup plus tendance à mettre en avant ceux qui vendent quelque chose derrière et qui ne font pas que du contenu. Et c'est pour ça qu'on a plein de… tu vois, le fait de créer un outil sur quelque chose qu'on développe, bah, c'est quelque chose qui est très puissant pour votre SEO. Mais effectivement, voilà, sur du Live Mentor, si on prend Live Mentor, parce qu'on utilise Sroo dans le cadre de Live Mentor, donc qui est du B2B pour le coup, du B2C, pardon. Là, effectivement, c'est nos rédacteurs directement qui ont accès à Sroo, parce qu'on peut partager aussi les accès directement à nos rédacteurs. Et effectivement, moi, je les ai briefés effectivement sur. Après, c'est pas très compliqué. Et puis, il y a plein de vidéos de ça sur le sujet, sur comment faire un bon brief grâce à Sroo. Tu pourrais en partager d'ailleurs dans le chat si tu les as. Mais effectivement, voilà, d'aller chercher un bon brief, de aussi faire ce brief selon l'intention. Par exemple, si je vais écrire un listicle, ben voilà, je ne vais pas lui demander de m'utiliser un format guide ultime parce que ça ne fait pas sens. Et des fois, on n'a pas besoin d'écrire 8000 mots sur un contenu, on peut en écrire 2000. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'avant ça, dans l'analyse de l'intention, Sroo va te donner voilà, à peu près le nombre de mots utilisés par le top 10
ou le top 5. Et effectivement, voilà, comme ça, tu as une idée beaucoup plus claire de ce que tu dois faire. Tu as une idée aussi du PageRank moyen. Ça va te donner aussi l'idée de, voilà, donc si tu vois qu'il y a un gros PageRank, OK, je vais pouvoir bien muscler avec du maillage interne, peut-être aller chercher du lien externe. Et tout ça, c'est des choses qui sont hyper pertinentes et qui font gagner un temps fou à nos rédacteurs qui auparavant voilà, devaient générer un plan eux-mêmes à la mano, à l'aube où l'IA n'existait pas. Et c'est vrai que c'est super fort. Et puis moi, j'utilise beaucoup sur Sro la fonctionnalité brief à partir de la concurrence pour vraiment m'inspirer aussi voilà, de ce que propose la concurrence parce que il faut qu'on ait au moins 80% de la concurrence pour que Google comprenne qu'on est sur ce sujet. Si ces concurrents sont là, ce n'est pas pour rien. Mais il faut aussi apporter des informations nouvelles sur la table, des choses qui vont vous faire passer au-dessus. Et ça peut être, je sais pas, ajouter une vidéo dans son contenu, ajouter un exemple, ajouter un comparateur, ajouter de la FAQ hyper intelligente, donner de l'exercice, donner de l'exemple concret, donner de l'étude de cas. Tout ça, c'est des choses de dire, OK, comment je vais tirer parti des brèches que la concurrence n'a pas. Et en plus, ça, on pourra en parler après, de la fonctionnalité de content enrichment pour justement aller chercher ce gap de contenu. Ouais, exactement. En fait, j'ai une question dans le chat. C'est avec Scro, il y a toujours une analyse de la SERP associée. Et il y a aussi une fonctionnalité qui analyse le contenu et qui vous donne des idées de contenu. Donc, en fait, ça analyse les concurrents et ça va analyser les contenus les plus fréquents. Et bien sûr, quand vous créez un contenu, il faut suivre la tendance. Comme j'en reparlerai à la fin, mais moi, je parle des 80-20. 80% de votre contenu doit suivre la tendance. Il faut être aligné avec l'intention, il faut être aligné avec ce que les autres disent, sinon vous n'allez pas ranker pour ce mot-clé. Donc là, Scro analyse les contenus les plus fréquents, donc les paragraphes, mais aussi suggère des nouvelles idées à partir de cette analyse. Donc, à partir de ce qui existe, Scro va suggérer des nouvelles idées. Donc, il y a quelques idées. Et moi, j'exploite ça justement pour mettre des angles nouveaux dans mon brief et justement après venir avec un article de qualité. Sébastien Cuit des mots rares, les entités nommées. Je ne sais pas s'il lit toute la conversation, mais j'imagine quoi comment utiliser la SERP ou ChatGPT si les mots-clés sont rares. Peut-être tu peux détailler ici. Et aussi en attendant, est-ce que qui utilise le brief, qui crée des briefs dans son processus de rédaction dans le chat? C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'ai l'impression, je ne sais pas, parfois j'ai l'impression, peut-être une mauvaise impression, c'est qu'il y a des gens qui passent cette étape et qui directement passent dans la rédaction. Peut-être la question inverse, qui n'utilise pas de brief? Qui va directement dans la rédaction j'ai aussi eu mon rédacteur donc j'ai changé de rédacteur récemment pour info et je lui ai montré les briefs que je faisais, donc le brief que j'ai ici. Et il m'a dit, il n'a jamais vu des briefs aussi détaillés que les miens. Il m'a montré les briefs de son autre client. Et j'ai vu, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et il a des briefs où il a juste H1, H2, H3. Et il doit se démerder. Mais je lui dis, mais comment tu fais pour faire un contenu de qualité avec ça? Mais il dit, ouais, mais je fais des recherches. Je fais, très bien. Mais en fait, il va payer plus cher le contenu final, le client, parce qu'il donne moins d'infos à son rédacteur. Donc, bref, juste pour dire, moi, je suis bien sûr un fervent partisan du brief, vu que j'ai fait un outil qui fait des briefs. Et je trouve que c'est la base pour avoir un contenu de qualité, c'est avoir une base, une structure, un document qui dit à ton rédacteur qu'est-ce que tu attends de lui. Blog perso, ouais, bon, bien sûr, c'est en blog perso, tu ne vas pas forcément faire un brief, mais quelque part, tu fais quand même un petit brief dans ta tête, tu fais déjà une structure, j'imagine, tu ne vas pas directement partir dans la rédaction. Ouais, et puis le brief, c'est ça, c'est ce qui aussi permet d'aller chercher ce content gap. Et de t'aider sur la structure, tu vois, ce qui a fait si je reprends encore l'exemple de la fiche métier, nous, un truc qui a fait beaucoup la différence, si je prends l'exemple de Ghostwriter, on s'est dit, j'ai vu toutes les fiches métiers en fait sur la SERP en l'analysant, et j'ai vu qu'aucune d'elles n'avait de vidéo. Tu vois. Donc, on s'est dit, je vous mets le lien ici, vas-y, on va faire 5 minutes de vidéo avec une personne qui fait ce métier de ghostwriter et qui le présente en 5 minutes et qui reprend les points de l'article. Ça, c'est la première chose. Et sur la structure, pareil. Le premier point qu'on aborde, c'est directement combien gagne un ghostwriter. Parce qu'on s'est dit, OK, quand on cherche un métier, le truc qui intéresse la plupart des gens intrinsèquement, c'est l'argent. C'est combien ce métier va me rémunérer. Pas tout le monde, mais une bonne partie. Et donc, on l'a mis vraiment directement juste après la vidéo. Boum, on rentre le pied dans le plat. Combien gagne un ghostwriter? Et après, il y a tout un plan logique. Voilà, pour gagner cet argent, il va falloir faire telle mission. Pour faire telle mission, il va falloir avoir telle compétence. Donc, on parle des compétences. Pour avoir ces compétences, il va falloir comment se former. Donc là, on va parler des formations, etc. Il y a tout un plan logique. Après, comment se former, comment trouver ses premières missions, quelles sont les perspectives d'évolution. Et donc,
voilà, de comprendre un plan logique qui fait qu'on se différencie d'un article qui va justement dire, OK, pourquoi devenir ghostwriter, combien il y a de ghostwriters, c'est cool de savoir ces infos. Mais moi, j'utilise vraiment la technique de l'entonnoir inversé, qui est de mettre les informations clés en avant. Et maintenant, tu remarqueras d'ailleurs sur tous les nouveaux articles de blog qui sortent sur Elementor, on met vraiment un résumé de 100-200 mots de ce qu'on va trouver dans l'article. Pour les personnes qui arrivent, qui n'ont pas envie de lire tout l'article. Et ça, c'est super pour ranker dans le GPT. Parce que c'est juste un résumé avec des points clés, tu vois. Et donc, le fait de mettre toutes les infos importantes au début, chaque mot doit avoir un objectif. En faisant ça, c'est létal. Parce qu'on supprime tout ce qui est inutile et on va directement au but. Avec, derrière, tu rajoutes sur ça de l'exemple concret ou autre. Bah, c'est ouf. Et du coup, c'est avant, quand on faisait des listicles, de dire pourquoi, c'est quoi, pourquoi, et après donner la liste. Bah, on met directement la liste et après, à la fin, on va mettre pourquoi, etc. Parce que non, mais c'est clair. une personne sur la liste des meilleures publicités controversial, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'une publicité controversial, c'est pas de savoir comment on fait. Bah, c'est la liste, quoi, directement avec les exemples concrets. Non, je suis d'accord avec toi. C'est aussi une approche que je fais de plus en plus. Parfois, ça m'arrive encore de faire qu'est-ce que c'est le truc, parce que quand je vois que tout le monde le fait, c'est compliqué de dire bah, je ne vais pas le mettre. Mais bon, tout à fait d'accord avec ton approche. Par rapport à la question de Sébastien, les mots rares, le quid des mots rares. Justement, pour moi, les mots rares, c'est le gain d'information. Il faut analyser aussi les sujets qui sont peu traités par tes concurrents, parce que pour moi, c'est un indice de ce que si un concurrent, enfin, disons si quelqu'un dans le top 3 est le seul à parler de quelque chose et qu'il est dans le top 3, c'est vraiment que ce sujet-là est nouveau pour Google. Et donc, le gain d'information est important. Et on va encore en reparler vers la fin du gain d'information de ces 80-20. Pour moi, c'est 80% de votre contenu doit suivre la tendance. Il doit répondre aux questions que les gens se posent. Mais 20% de votre contenu doit venir avec un angle nouveau, avec un ton nouveau, avec quelque chose de différent. Pour continuer, on a déjà abordé le sujet, la rédaction. Moi, perso, la rédaction, comme je dis, je passe avec un rédacteur. Je n'utilise pas l'IA. Mes seuls points où je pourrais… J'ai déjà essayé l'IA. Hein. Franchement, j'ai déjà essayé. J'arrive pas. J'arrive pas parce qu'en fait, l'IA crache tout et après, je dois passer derrière et j'arrive pas. Je préfère, moi, quand j'écris seul, comment je fais, vu que j'écris aussi en anglais, donc, et je ne suis pas natif anglais, comme vous pouvez l'imaginer, j'écris en anglais. Donc, en gros, je fais mon plan, donc je fais mon brief. Ensuite, j'écris tout un peu à l'arrache, donc super vite. J'essaie d'écrire, je m'en fous un peu si je fais des fautes ou pas. Et ensuite, je passe dans ChatGPT et je dis vas-y, maintenant, écris-moi ça correctement, restructure-moi les phrases pour que ça sonne un peu plus anglais. Donc, en fait, j'utilise plutôt ChatGPT, moi, pour de la réécriture et du peaufinage. Et toi, Thomas, pour la rédaction? Ouais, effectivement, pour la plupart, je suis d'accord, sauf pour, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur des sites d'édition où, franchement, où tu n'as pas forcément le temps, tu vois, d'aller chercher du gros contenu, où là, l'IA, de plus en plus, va faire des choses intéressantes. En fait, oui, si on demande juste à l'IA de rédiger un contenu sur tel ou tel sujet, bah ouais, ça va être claqué. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise IA, il y a juste que des mauvais profs. Parce qu'en fait, une IA, il faut lui donner un persona hyper détaillé, il faut le nourrir avec des exemples de contenu que tu as déjà fait. Il faut lui donner du contexte sur pourquoi tu fais la chose. Il faut lui donner un objectif sur pourquoi tu écris cet article. Il faut lui donner des contraintes, des choses à ne pas dire, d'enlever tous les mots un peu maudits de l'IA, les cependant, toutefois, il est… Mais en fait, voilà, vraiment… excuse-moi, je te coupe, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner un brief à l'IA. Et il faut briefer l'IA. Il faut lui dire juste ça, c'est l'entreprise, ça, c'est la guidelines, ça, c'est le persona, ça, c'est la structure. Donc, en fait, tu donnes un brief quelque part à ton prompt. On est d'accord? Ah, c'est ça, exactement, tu vois. Et puis, tu vois, là, tu vas le restreindre. En fait, il ne faut pas qu'il y ait tout sous-entendu. Il faut le cadrer, tu vois. C'est ça le terme, il faut le cadrer. Et des fois, j'ai même testé, tu vois, de prendre les avantages un peu, de prendre mon lien Trustpilot avec tous les avantages, de mettre sur l'IA. Il va me sortir les avantages clés, tu vois. Et pour améliorer des pages de vente, bah, tu dis, voilà, inspire-toi du style de Branding, de Gary Albert ou n'importe quel très bon copywriter. Et ben, boum, derrière, tu peux être sûr que il va te donner voilà, accentuer par exemple le sentiment d'urgence, accentuer justement des points concrets, des choses qu'on aurait pu oublier. Et une fois de plus, tu vois, ça y revient, c'est pas un remplaçant, mais c'est vraiment sur un assistant, quoi. Ça revient au constat de base. Sébastien vient de nous dire que donc Sébastien, ton site là est 100% généré par l'IA, on est d'accord. Donc tous les contenus, les vidéos aussi, tout est l'IA. Ça, c'est de l'IA aussi, là, le caméléon, on est d'accord. C'est pas ton animal de compagnie. Il y a presque les mêmes à La Réunion. Non, mais après, c'est difficile de juger un site comme ça en le voyant, mais c'est intéressant. Je vais aller voir. Et il rank déjà bien ou
Ça marche bien? Non. Non, si. Enfin bref, comme dit, pour vraiment notre sujet, c'est pas l'IA c'est mauvais, l'IA et l'humain c'est à que ça à faire. Vraiment, le but de ce webinaire, c'est de montrer l'alliance des deux. Et ensuite, en fonction de vos affinités, en fonction de votre niche, voilà, où mettre le curseur. Moi, pour l'instant, pour la rédaction, j'ai jamais fait de l'IA 100%, mais à tester. Je vais aussi tester cette année pour toute la partie listicle. Toi, tu l'as déjà commencé, Thomas. La partie list, la partie analyse des concurrents, donc alternative, through versus quelque chose d'autre. Je vais aussi faire un petit process make où je vais aussi extraire les données de la SERP parce que through a une API, donc je pourrais intégrer l'API through dans make pour avoir les données de mes concurrents et même générer des briefs en API. Donc, je vais faire un truc comme ça. Donc, s'il y a des experts make, n'hésitez pas à me contacter. Toujours intéressant de voir vos retours d'expérience. Sébastien, c'en est un. Sébastien, voilà, on a trouvé la personne. Mais est-ce que Sébastien, utilise l'API Through, je te donne des crédits, intègre-la dans Make et on fait un webinaire sur le sujet une fois que tu auras fait une intégration avec Through et Make. Ça marche? Donc, voilà, l'invitation. Je rebondis sur ce que tu disais, le listicle, c'est 100% banger, surtout aux US. Là, on l'a vu avec PlayPay, on se positionne sur plein d'articles listes. On a vu qu'il y a un gros concurrent qui arrivait qui disait la même chose, ça s'appelle Vidico. Tu vois, tout ce qui est Best Controversial Ads, Best Healthcare Marketing Ads, tout ce qui est du best, où là, tu vas vraiment directement rentrer dans le vif du sujet en listant les choses, en donnant de l'exemple. Et ça marche du tonnerre. Et puis sur Through, tu peux justement choisir le format listicle dans le brief. Et ça te donne des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Parfait. Juste attends, les gars font de la prospection en plein webinaire. Je fais de la prospection en plein webinaire. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est. Je te envoie un email, Sébastien. Ça m'a l'air super intéressant ce que tu fais. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Pour finir la partie, il va te spammer. Ouais, il va me spammer avec de l'IA. Je pensais qu'on allait être plus rapide, mais j'espère que ça vous intéresse encore. Tout le monde, on va finir rapidement la partie promotion. Donc, promotion, quand je parle de promotion, c'est comment vous partagez votre article. Donc, les canaux. Donc, il y a la newsletter, il y a les réseaux sociaux, on va dire. Il y a le netlinking, donc faire des liens. Thomas, toi, est-ce que tu utilises l'IA? Comment tu utilises l'IA? Comment tu utilises l'humain ici? Franchement, pour du netlinking, très peu. J'utilise très peu l'IA pour le netlinking. Ici, il y a un point sur lequel j'ai utilisé et qui fonctionne bien. Ça, c'était Tim Soulou de Href qui en avait parlé aux équipes en interne et c'est vraiment puissant. C'est une fois de plus d'aller sur Gemini. Pourquoi Gemini? Parce que c'est Google, donc il est hyper bon pour choper l'info dans Google et je vais juste aller le voir et je vais lui dire, OK, j'ai un sujet, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, on va dire l'intelligence artificielle. Alors, on va dire, l'art, le fait de vendre ses œuvres sur Etsy, par exemple. Si vous avez un blog qui parle de ça, de comment monétiser ses œuvres d'art, je vais vraiment aller, tu vois, sur Gemini et je vais dire, OK, donne-moi tous les sujets chauds autour de Etsy qui sont abordés par les journalistes ces derniers jours. Je vais vraiment lui demander de me donner des choses. Quand je vais voir, si je vois qu'il y a plein de sujets chauds, et je vais lui demander de me dire est-ce qu'il y a plusieurs sujets chauds qui reviennent, je me dis ok, il y a peut-être un truc à créer, je vais peut-être créer un article autour de ça qui va pouvoir aller chercher du netlinking derrière sur une stratégie de marronnier. Mais sinon, au-delà de ça, vraiment, le netlinking, voilà, le but d'un bon netlinking, c'est de varier, 15% de forum, 15% de biens médium, 15% de biens de réseau, quali, et voilà, je vais faire aussi de la présence sur des ressources, sur des listes, tu vois, les meilleures formations marketing digital, les meilleurs formations sociaux, ça, il faut que je sois présente dans une bonne partie. Du triangulaire ou de l'échange de liens quand c'était pertinent. Voilà, j'essaie vraiment de varier. Presque pas un webinaire sur le netlinking. Et moi, c'est un sujet que j'adore. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, pour te répondre, non, pas trop d'IA, à part peut-être pour trouver des sujets chauds pour créer un contenu autour. Avec plaisir de faire un webinaire sur le netlinking. Netlinking, je ne vais pas le dire, putain, je ne vais pas dire ce mot. Netlinking. Le gars qui a créé Srou dit ça. Ouais, non, mais attends, franchement, Srou et netlinking, qu'est-ce qu'il peut dire? Srou netlinking. Dites-le nous dans le chat. Ouais, dans le chat. Qu'est-ce qui est plus dur à dire? Through ou netlinking? King. Ok, bref, j'arrête. Alors, moi, perso, netlinking, backlink, j'en fais pas. Mais ma stratégie, c'est pas du tout le sujet du webinaire, mais si ça vous intéresse, on pourra faire un webinaire là-dessus. Moi, ce que j'ai fait dans Through, j'ai fait des outils gratuits. Mais après, je suis un SaaS, donc c'est assez approprié. Donc, j'ai fait 7 outils gratuits. Et en fait, ça me rapporte beaucoup de trafic
et beaucoup de liens. C'est, on va dire, 50% du trafic de mon site et même 50% des sign-up viennent de ça. Donc, les gens qui se trouvent via un outil gratuit et ensuite qui, plus tard, deviennent sign-up pour le free trial ou deviennent même clients. Donc, pour moi, c'est vraiment la parenthèse. Mais après, pareil, je ne fais pas… ouais, mais clairement, faire un outil gratuit, c'est clair. Hein. Moi, ensuite, je fais pas de… ma seule promotion, c'est LinkedIn. LinkedIn, je ne vais pas dire LinkedIn non plus. Ma seule promotion, c'est les réseaux sociaux. Et où là, j'ai commencé à faire des prompts avec ChatGPT où je lui ai donné plein mes anciens posts et pour qu'il ait un peu mon style. Et comme ça, quand je dois écrire promouvoir un article, ben, je passe par ça. C'est vraiment le seul truc. S'il y a des gens dans le chat, peut-être Sébastien, vu que j'ai l'impression que c'est le pro de l'automatisation, moi, je cherche un truc pour automatiser les carousels. Genre, tu donnes un blog post et qu'automatiquement, tu peux faire un carrousel automatisé. Ça serait top. S'il y a un outil comme ça, peut-être ça existe déjà. Si ça n'existe pas, bah, il faut le créer. Donc voilà, moi, j'achète direct si quelqu'un peut créer des carousels à partir d'un post, enfin d'un blog post. Bah, parfait, gamma.app, voilà. Merci Sébastien. Tu seras le prochain invité pour la partie IA et automatisation. Ok, donc pour finir, on va finir le webinaire. Donc, je vous avais dit, la tendance que. Après, voilà, j'ai vu ça sur les SERP récemment. Il y a 2 SERP que je vais vous montrer. Donc là, on est l'analyseur de SERP de Sroux. Là, c'est une analyse de SERP dans Sroux. Et le mot-clé, c'est comment écrire un blog post avec. Voilà, comment écrire un blog post. Hein. Et là, on peut voir les concurrents. Donc, c'est la SERP. Donc, on peut voir Medium, ce gars-là, Wix, WordStream. Si vous ne connaissez pas Medium, Wix et WordStream, c'est des gros. Voilà. On peut voir ici le PageRank, c'est un peu le domaine d'autorité dans ce trou. Donc, on peut voir que c'est des gros domaines. Mais là, il y a un petit domaine. OK, 44. Donc, il n'est pas très faible. Il n'est pas très fort. Et il me dit, mais comment ça se fait qu'un petit domaine puisse ranker? Les gens pourraient dire, ouais, c'est parce qu'il a plein de mots, tout ça. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est là, quand on va lire son article, ça va être compliqué de le faire en live, mais je vais vous partager dans le chat. En fait, cet article-là, il suit, si on regarde le plan suit plus ou moins la SERP. Les autres aussi parlent d'étapes. Mais lui, en fait, il a un ton différent. Il parle de lui, when I wrote, quand j'ai écrit. Il parle vraiment de lui, I was impressed. En fait, il a une façon d'écrire, il a un ton qui est différent des autres. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît. C'est pour ça qu'il règne, je pense, parce qu'en fait, il a un ton différent. Il vient avec sa propre expertise. Il faut aller dans le détail pour comprendre ça, hein, mais il vient avec sa propre expertise. Et en fait, quand tu lis l'article, tu as envie de lire. Tu scrolles. Ce n'est pas un article un peu classique comme tout le monde fait, on va dire, comme 90% du marché fait, où c'est juste régurgiter les concurrents et refaire la même chose. Lui, il vient, il suit la tendance. Donc, les 80%, il les suit. Mais 20%, c'est son ton et c'est ces petites anecdotes qu'il met dans le contenu. Donc, pour les rédacteurs qui veulent s'améliorer, je ne donne pas ici de conseils, mais moi, je pense que c'est la tendance à suivre. Et c'est la tendance que je vais suivre, un peu plus storytelling, un peu plus personnel. Et j'en montre un autre. Voilà, un autre, How to Write a Blog with AI. C'est une autre SERP. Et là, pareil. Bon, les 2 premiers, c'est vidéo et questions, OK. Et ensuite, il y a 2 blogs qui sont aussi pas très gros. Et ensuite, derrière, il y a GoDaddy, Reddit, Wix. Donc, encore les gros sont derrière. Et quand on va voir celui-là, déjà d'une, le blog n'est pas beau, hein, clairement pas beau. Mais en fait, pareil, c'est How I Use AI. Et pareil, il dit, qu'est-ce que j'ai fait les années précédentes? Ensuite, il explique ce qu'il a fait. Et c'est pas beau le style, mais il faut le lire. Et c'est vraiment le ton encore qui est personnel, qui parle à son audience. Et voilà, donc je pense que pour moi, c'est ça une des clés du copywriting et du SEO en 2025, c'est d'approcher cette touche humaine, cette touche personnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, de ce que je raconte, et dans le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas? En tout cas, voilà, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah ça, c'était un truc, tu vois, avant que ça existe ici, c'est un truc que je faisais beaucoup avec le Content Explorer à l'époque sur Ahrefs, où je filtrais, tu vois, où je lui donnais mon mot-clé. Je lui disais, OK, je mettais des fils genre page traffic supérieur à 200 pour qu'il y ait un trafic décent. Et je mettais autorité de domaine entre 0 et 35. Admettons, tu as un blog qui se lance sous 0 et 25. Et comme ça, bah, ça va te donner tous les contenus qui ont du trafic autour de ton mot-clé et qui sont prenables.
Et du coup, ça te donne plein d'idées de contenu, tu vois, sur des trucs un peu plus nichés, un peu plus on-trend, des outils qui viennent de sortir autres, sur lesquels la concurrence est prenable. Donc, c'est vrai que le fait de filtrer voilà, les certes et de voir effectivement qu'il y a une place à prendre, c'est vrai que quand des fois on arrive, on voit qu'il y a Wikipédia, HubSpot, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais il y a tout un tas de requêtes sur lesquelles, voilà, ça m'en a montré 2, sur lesquelles on a du potentiel pour se placer sur des autorités similaires à la nôtre. Et après, avec un bon maillage interne, aller regarder voilà, combien le top 1, 2 a de backlinks pour essayer de faire au moins autant ou plus, avec le même niveau d'encre optimisée, etc. Et effectivement, cette analyse, elle est primordiale pour être précis sur les contenus qu'on va faire, parce que si on fait ça à l'aveugle, on va se dire, tes clients vont te dire, pourquoi je ne pas dessus, c'est juste pour le moment impossible, tu vois. Il n'y a pas la même force de frappe. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je ne dis pas que ces exemples-là, c'est la généralité. En tout cas, moi, ça sera mon approche cette année. Pour finir le webinaire, la conclusion, c'est… je vais juste arrêter de partager mon écran. Moi, ce que je recommande et ce que je vais faire, c'est vraiment, comme je disais, les 80% un article, il y a 80% qui doivent suivre la tendance. Si vos concurrents parlent d'un sujet, il faut l'aborder. S'il y a une structure de H1, H2, H3, il va falloir quelque part la suivre. Pas la copier, mais la suivre. Mais ensuite, il y a ces 20% restantes qui sont vraiment vos touches personnelles, vos exemples uniques, vos cas d'études. Ce que j'ai fait parfois aussi dans le passé pour avoir cette touche unique, c'est j'allais sur les réseaux sociaux et je demandais à des gens de parler d'un sujet et ensuite je prenais des captures d'écran des commentaires et je les mettais dans mon article en citant la personne. Donc en fait, voilà, je rajoute chaque fois un angle, une expertise unique. Et je pense que c'est ces 20%-là qui vont faire la différence. C'est-à-dire que c'est là où vous, en tant que rédacteur, et c'est là où vous, en tant que stratégiste SEO, où vous devez passer votre temps, parce que le reste est fait par l'IA. Mais les 20% d'humains, les 20% de trucs uniques, c'est vous qui devez l'apporter. Donc, ça sera ma conclusion. Clairement. Clairement. Et j'aime beaucoup cet exemple de poser la question sur Twitter, prendre une réponse, la mettre dans ton article. C'est des choses qui sont concrètes, qui sont utiles. Effectivement, et moi, quelque chose qui s'en rapproche beaucoup aussi, sur tout un tas de sujets, j'essaie le plus possible de mettre en relation les rédacteurs avec un expert du sujet qui va échanger genre 10 minutes, 15 minutes avec lui ou lui faire un vocal et noter vraiment des choses que un rédacteur classique ne pourrait pas aller chercher sur Google. En fait, quand on écrit un article, il ne faut pas juste régurgiter ce que dit le top 10 sur la SERP. Il faut vraiment aller chercher des choses nouvelles, ce que disent les influenceurs sur TikTok, par exemple, ou Twitter, ou des choses fraîches, des choses qui se disent sur les forums, des choses qui se disent sur des podcasts américains, des choses qui se disent sur des vidéos YouTube. Il faut aller chercher plus loin l'info. Et effectivement, le fait de connecter avec des experts. Par exemple, je sais que comme ma rédaction, ça écrivait un article sur le mot-clé comment devenir podcasteur. J'ai fait 15-20 minutes de call avec elle où je lui expliquais l'importance d'avoir un kit média. Je lui ai donné des screenshots de mon kit média position 0. Tu vois, c'est tous ces genres d'infos qui font passer d'un article à un article utile et pertinent. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et souvent, c'est ça où l'IA, pour moi, elle n'est pas encore capable. Parce que l'IA se base sur l'existant. Donc, l'IA est très bien pour faire les 80%. Mais les 20%, c'est ça. Le rédacteur, passer du temps avec une personne, un expert pour faire une interview et rajouter ses notes dans l'article. Donc, vraiment, c'est ça. C'est ça, pour moi, la clé. Et donc, pour ça, les rédacteurs qui sont dans le call, dans le webinaire, franchement, pour moi, votre métier a encore beaucoup d'avenir. C'est juste qu'il va évoluer, je pense. Et il y aura aussi cette partie d'analyse, de récupérer l'information, d'être pertinent dans les choses qu'on met dans l'article. Donc, voilà. Voilà pour le webinaire. Finalement, il était plus long que ce qu'on avait prévu, mais en tout cas, c'était un bon moment. J'espère que ça vous a tous plu. Thomas, ça t'a plu? Ça va? Ouais, très sympa. J'ai bien aimé le format entre questions, partage d'écran. C'était cool. J'espère que vous tous aussi dans le chat, ça vous a plu. De toute manière, il y aura un replay qu'on vous partagera. Si je dis pas de bêtises, Sam. Il y aura un replay sur YouTube. Ceux qui sont abonnés à Sroo, même pas ceux qui ont un compte Sroo gratuit ou payant, il y aura dans la newsletter, il y aura le replay partagé. Je répète, mercredi prochain, à la même heure, tout seul, cette fois-ci, je ferai un tour du produit, donc de la partie clustering, donc vraiment focusé sur Sroo, comment créer des clusters. Donc, j'expliquerai de A à Z un peu pour ceux qui sont un peu nouveaux dans ce domaine-là, comment faire des clusters ou des cocons, appelez-les comme vous voulez. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, on va encore faire plein d'autres webinaires avec Thomas et plein d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et Sébastien,
envoie-moi un email pour faire un truc ensemble aussi. Je te donne des crédits, on fait un truc avec l'API True. Mickaël, si tu veux ta casquette, envoie-moi un email. Et voilà. Bon, Plein de belles features qui vont s'ajouter sur Sroo. Je prédis un grand avenir à cet outil. Sébastien, je suis déçu de quoi? Dessus, ok. Bah, j'ai pas dit qu'on est déçu aussi. Écoute, allez, on vous laisse, c'est super. Bon appétit à tout le monde. Thomas, bonne journée. Courage avec l'ouragan. Et à très bientôt. Au revoir. Allez, salut, à bientôt.